Alors, on vient d'évoquer le contrat de performance. Donc, je rappelle que le contrat en cours a été signé en mars 2017 pour 10 ans entre l'État et SNCF Réseau, et que le gouvernement a annoncé à plusieurs reprises, dans un brillant effort de communication, que 10 millions d'euros par jour allaient être investis pendant 10 ans. Donc, effectivement, ça fait 36 millions pour 10 ans, milliards, pardon, pour la modernisation du réseau ferroviaire. Alors, première question, cette somme vous paraît-elle suffisante, d'autant plus que le Premier ministre a annoncé le 7 mai que le groupe serait à l'équilibre économique à la fin du quinquennat, soit à partir de 2022, sauf erreur, tout en augmentant ses sommes. Donc, est-ce que tout ça est jouable et dans quelle hypothèse, quels sont ou pourraient être les impacts de cette augmentation des investissements sur la stratégie industrielle qui est le cœur de notre sujet? Oui, évidemment, le niveau des investissements est très important, d'autant plus que, je rappelle, on a un retard à rattraper sur le réseau classique. Et donc, cette année, plutôt en 2017, sur le réseau dit structurant, c'est-à-dire sur les 15 000 km de ligne, la moitié du réseau qui est le plus circulé, on a investi 2,7 milliards. Dans le contrat de performance que nous avons signé avec l'État l'année dernière, c'est 2,7 milliards progressivement montés jusqu'en 2020 à 3 milliards. Et par rapport à notre volume de ressources, à la capacité du système ferroviaire, en matière de voies en particulier, c'était ce qu'on avait prévu et donc c'était suffisant. La question, c'était après 2020. Après 2020, en réalité, dans ce contrat de performance, je vais passer les détails techniques, mais qui est en euros courants, en fait, on baissait après. Et donc ça ne fonctionne plus. Et donc j'ai demandé, moi je me suis efforcé à essayer de convaincre le gouvernement au-delà de 2020 d'en mettre plus. Et le Premier ministre l'a dit, il en mettra plus. Donc on saura le quantum vendredi, je pense. Et c'est nécessaire en effet pour continuer à inverser la courbe sur le vieillissement ou sur la qualité de la voie. C'est nécessaire aussi sur la signalisation qui aujourd'hui actuellement continue à vieillir en âge moyen et continue par voie de conséquence à provoquer des incidents. C'est des incidents cause réseau. C'est la première cause des incidents dus au réseau, parce qu'il y a beaucoup de causes dans la non-ponctualité de nos trains. Mais dans les causes réseau, c'est la première cause. Ça fait à peu près 2/3 des causes et 2/3 d'ailleurs du temps. Du temps perdu à cause de systèmes de signalisation qui deviennent de plus en plus obsolescents et qui finissent par créer beaucoup d'incidents. Et ça continue à croître de l'ordre de 2 à 3% par an en nombre d'incidents. Donc il faut inverser ce sujet-là et c'est un des enjeux majeurs du futur. Avec en parallèle, comme je disais, pour les lignes les plus chargées, les plus circulées, le fait que à terme, je voudrais qu'on supprime cette signalisation latérale et historique et qu'on la change par de nouveaux systèmes. Mais ça ne sera pas pour tout le réseau, ça sera pour un réseau qui est le réseau le plus pertinent, donc le plus circulé et le plus saturé. Donc un certain nombre de lignes, on a encore 2 projets. On a un projet qui est démarré maintenant, qui est le projet de la LGV Paris-Lyon, sur lequel on va installer RTMS2 dans les années qui viennent. Et le deuxième projet qui n'est pas encore formellement voté, arrêté, mais sur lequel on travaille énormément avec la région PACA, c'est Marseille-Vintimille. Et ça représente des investissements de quelle hauteur? Parce que sur Paris-Lyon, l'ordre de grandeur, c'est 500 millions d'euros à peu près. C'est l'ordre de grandeur. Sur Marseille-Vintimille, c'est un petit peu moins. Mais ce qui est intéressant sur Marseille-Vintimille, c'est que moi, je ne compte pas à terme rénover la signalisation latérale. Or, la rénovation de cette signalisation latérale, ça serait à peu près de l'ordre de 600 millions d'euros sur 15 ans. Donc on voit que l'équation financière est intéressante. Mais encore faut-il pouvoir ne pas rénover cette circulation latérale et donc s'assurer que tous les équipements qui circuleront sur cette ligne soient équipés de RTMS2. Donc on a quand même un sujet qui a traité là, une équation financière qui a traité là. Voilà. Donc, alors, je suis parti là-dessus, oui, sur les investissements. Donc voilà sur les non-investissements, et puis évidemment sur la caténaire aussi, sur lequel les incidents caténaires représentent quand même 1/3 de nos incidents pour cause réseau, donc c'est non négligeable, et sur lequel il n'y a pas eu à proprement parler de rénovation de la caténaire depuis qu'elle a été construite ou très peu. Et maintenant, on commence à arriver à un âge où il faut le faire quand même. Donc voilà. Donc on a commencé sur les RERC, ou sur les RERC
On rénove tout le Austerlitz Bretigny, et c'est majeur, hein, donc c'est en cours. Avec justement, et là je voudrais signaler le partenariat intéressant qu'on fait avec le privé, hein, c'est le fait qu'on met, en fait on a un contrat conception-construction, hein, en réalité, avec l'idée d'avoir une sorte d'usine à changer la caténaire. Et ça, c'est donc un des projets extrêmement intéressants, avec un plateau commun qu'on a avec nos partenaires privés qui fonctionne extrêmement bien, et des enjeux majeurs, parce que comme c'est le RERC, il s'agit que tous les matins, on rentre à l'heure. Donc on voit un peu la complexité de ce genre de sujet. Et je tiens à souligner, hein, actuellement, malgré les événements, les grèves, la réforme, tout l'impact que ça peut avoir sur le moral des cheminots, parce qu'on touche à leur identité, hein, et il faut le reconnaître. Malgré tout ça, je veux dire, les travaux se passent de manière exceptionnellement bien. Ce week-end, on vient de faire, dans le cadre du Grand Paris, le ripage d'un cadre en béton de 3500 tonnes, donc aux Ardoines, hein, donc sur la ligne Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, qui est aussi la ligne du RERC. On a démonté les 4 voies, on a ripé le cadre, on a remis les voies, tout ça en 50 heures, et les intercités du lundi soir de Pentecôte ont pu revenir sur Paris sans problème, et les Transiliens du lendemain matin a pu fonctionner sans aucun problème. Et ça, on en a tous les week-ends, hein. On a changé 17 aiguillages, aiguilles à Montparnasse les 2 derniers week-ends, etc. Donc ça se passe extrêmement bien, et c'est pour ça, et ça c'est la vision de la SNCF que n'a pas forcément tout le monde aujourd'hui à la SNCF. En tout cas, chez Réseau, c'est très très clair, mais chez Mobilité aussi, hein, et je vois l'engagement des cadres chez Mobilité pour faire tourner les trains. C'est assez majeur, hein. Et malgré la grève, il y a des trains qui circulent, les jours de grève, qui sont prédits, hein. Je pense qu'on informe les Français à l'heure, donc ils peuvent s'organiser, d'ailleurs ça a été dit. Après, il y a d'autres modes aussi, ils s'organisent avec d'autres modes, c'est clair. Et puis de l'autre côté, les travaux se font, même s'ils se font sans doute avec une productivité moindre, hein, donc ça aura des surcoûts, c'est évident, mais quand même ils se font, et c'est des travaux, si on les reportait, ça a des impacts. Par exemple, pour les Ardoines, c'est un impact majeur sur le Grand Paris. Hein, tout est enclenché actuellement sur le Grand Paris, on ne peut pas s'amuser à déprogrammer comme ça, hein. Il y a un nouveau président d'ailleurs. Voilà, et un nouveau président. C'est un homme de chantier qui absolument. va ça de près. Merci beaucoup. Est-ce que je repasse la parole à Jean-Baptiste Djebari sur ce sujet financier? Donc, a priori, ces investissements, Patrick Jeantet vient de le dire, sont indispensables. Est-ce qu'ils vont être finançables? Et je me permets de vous demander à vous, mais à tous les autres, de raccourcir vos interventions, parce que sinon, on ne va pas y arriver et il n'y aura aucune question possible avant qu'on se fasse renvoyer. Voilà, merci d'avance. Pratiquer l'art de la synthèse. La difficulté, le chemin critique, c'est à la fois lier le désendettement de Réseau et d'assurer les investissements. Le désendettement, on en a parlé, c'est effectivement rendre à terme SNCF Réseau viable, en capacité de s'endetter pour investir, pour réaliser les travaux qu'il a à faire, tout en étant résilient sur le plan économique. Ça, c'est en gros 3 dates. C'est 2020, la première partie, la reprise substantielle de la dette. 2022, l'équilibre économique, qui veut dire que Réseau peut continuer à investir sans s'endetter de façon supplémentaire. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, mais l'équilibre économique global pour Réseau, sous réserve que tout se passe correctement, c'est autour de 2026-2027. Donc ça, la reprise de la dette de 2020, c'est combien? C'est substantiel. Non, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il y a des chiffres que j'ai annoncés un petit peu qui ne sont pas du tout contractuels. Mais en gros, ce que je disais, c'est que la reprise totale devrait se situer entre 30 et 35 milliards d'euros, puisque le calcul que j'avais fait tout bêtement, c'est un calcul un peu juridique. Vous êtes dans une société nationale. Voilà, vous avez à peu près 5 fois la capacité d'endettement de votre marge opérationnelle, qui est 2 milliards d'euros, donc 10 milliards d'euros. Moins 46, vous avez 36 milliards d'euros. C'est pas du tout contractuel, mais l'ordre de grandeur, c'est à peu près celui-là. C'est strictement comptable. Et donc, substantiel, vous pouvez imaginer ce que ça peut vouloir dire en 2 fois ou en 3 fois. Et donc, lié à tout ça, lié à la nécessité de désendetter Réseau, vous avez effectivement l'investissement qui, pour partie, est l'investissement de rattrapage et qui prendra de fait du temps. Et donc, c'est l'investissement qui sera fait sur le réseau classique et qui sera fait pour moderniser dans le même temps la caténaire, la signalisation, pour gagner en productivité, en capacité du réseau. Donc, tout ça va se faire de façon concomitante. Donc, c'est un effort qui est énorme en termes financiers, énorme en termes de
de restructuration, de productivité, et qui ne donnera des résultats que sur un temps moyen. Il faut aussi être réaliste. Patrick parlait de la ligne POLT que je subis tous les jours. Cette ligne, elle est emblématique. Vous aviez le Capitole il y a 25 ans, vous mettiez quasiment 30 minutes de moins pour faire Paris-Limoges que vous ne mettez aujourd'hui. Donc cette dégradation, elle est quand même perceptible, et l'amélioration ne sera que lente, que progressive, puisqu'en fait, autour de 2022, vous devriez retrouver des performances qui étaient celles des années 80. Donc voilà, en 2 mots, et de façon Parfait, merci beaucoup. Michel Neugnot, même question sur ces investissements nécessaires. Alors, ce que nous demandons, nous, c'est que les contrats de plan actuels soient réalisés et financés. C'est une nécessité. Donc, nous prendrons notre part pour cela, et qu'effectivement, on enchaîne dès maintenant les contrats de plan suivants. C'est essentiel, j'ai dit, d'avoir cette lisibilité. Le deuxième sujet, c'est le prix des péages, parce qu'on voit bien que le problème, on s'échange des billets de Monopoly, là, mais globalement, il faut que chacun paye son affaire. On va en parler dans la, on en parle tout à l'heure. Question 4. Eh bien d'accord, j'attendrai la question 4. Oui. Donc, ce que je veux dire, tous les contrats de plan, le COI avait constaté qu'il y avait 10 milliards non financés, donc 10 milliards de déception. Comment? Pas tout à fait. Oui. Oui, non mais... Le contrat de plan, c'était la partie mobilité. Oui, mobilité. 8 milliards. Oui, 8 milliards. Un peu moins de par état. Oui, d'accord. Mais il y avait un non-financement, et on voit bien actuellement la difficulté que l'on a par rapport à la réalisation de travaux. Les engagements ne peuvent pas être faits justement parce que le financement n'est pas assuré. Donc ce que nous souhaitons, c'est que cela soit réalisé et que l'on ait la capacité de faire. Les régions seront au rendez-vous pour ce faire. Claude Fauché, sur cette question. Non, ça fera la transition d'ailleurs avec les questions suivantes, mais simplement, comme l'UTP l'avait fait observer dans le cadre de l'avis rendu au nom des entreprises ferroviaires, je le précise bien, sur l'actuel contrat de performance de SNCF Réseau, donc au titre et au nom des entreprises ferroviaires, nous serons vigilants sur la question de la soutenabilité des péages et de leur trajectoire future. Parce que notamment, et je le précise pour le fret, clairement, il ne peut y avoir de concurrence, parce qu'il y a une concurrence modale, cela a été dit tout à l'heure, très forte, que dans la mesure où il y a effectivement soutenabilité des péages pour le fret, parce qu'à défaut, la route n'a jamais été aussi concurrentielle qu'elle n'est aujourd'hui, et elle pourrait l'être davantage demain du fait des évolutions qui sont en cours, y compris voilà, les camions autonomes et les trains de camions qui sont susceptibles de rouler demain sur les autoroutes vont amener des gains de compétitivité très forts du routier. Donc clairement, pour le fret, la question de la soutenabilité des péages est extrêmement importante. Parfait. Patrick Jeantet, je passe à la question suivante. Deux reproches, tout le monde le sait, ont été faits au rapport Spinetta, enfin 2 reproches principaux. L'un qui concerne les petites lignes, mais on n'en parle plus de petites lignes. Les UIC 7 à 9, c'est une figure de style, on va dire. Bon, donc les lignes peuvent circuler. Les lignes locales ou les lignes régionales, mais pas un peu circuler. On lui a reproché d'avoir su suggérer leur. Il a quand même, je rappelle le chiffre qui a été cité par le rapport Spinetta et que apparemment Réseau a pas confirmé, mais j'espère ne pas dire de bêtises, sur les 9000 km du IC 7 à 9, c'est à peu près ça, Spinetta considère que Réseau a suggéré que 4000 pourraient être fermés. C'est dans le rapport Spinetta, ça, juste à titre de rappel. Donc c'est bien ça, vous considérez que ce 4000 des 9000 pourraient être fermés sans trop de dommages. Bon, c'est juste un rappel du chiffre. C'est Spinetta qui dit ça, moi je n'ai jamais dit ça. Moi, c'est écrit dans le rapport Non, moi j'ai pas dit ça, moi je dis les choses très clairement. Oui. Le sujet, c'est un sujet sur les plus petites, alors les petites lignes, les toutes petites, il y en a. Il faut voir ça d'un point de vue de la mobilité, c'est-à-dire quel est le service de mobilité qu'on donne à nos concitoyens dans ce cadre-là. Oui. Moi, je dis, quand il y a 4 allers-retours sur une ligne,
que les deux villes reliées sont des villages ou n'ont pas de potentiel. On peut mettre une vingtaine d'allers-retours en bus sur la nationale qui est parallèle, si elle y est, c'est pour ça que je dis qu'il y a des cas particuliers. On peut en mettre 20. Quel est le meilleur service public? Posez la question. Bon, voilà, et je vais vous repasser la parole tout de suite, Patrick Jeantet. Le deuxième reproche, pour aller très vite, si vous pouvez en dire un mot. D'un point de vue environnemental, si c'est un train diesel. Ben voilà, mais justement, c'était ça. C'est qu'on a dit à Spinetta qu'il ne tenait pas assez compte des aspects environnementaux. Donc, sur ces deux points, mais vous avez quasiment répondu au premier, quelle est votre analyse? J'ai déjà répondu, c'est-à-dire qu'il faut faire il n'y a que de cas par cas. Je vous donne un autre exemple. Si vous avez une ligne de ferroviaire en montagne sur laquelle il y a très peu de circulation, mais il y a quand même la circulation, et que sur cette vallée, vous avez une route qui tombe, qui s'effondre tout le temps parce que ça arrive, peut-être qu'il faut garder la ligne ferroviaire. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a que des cas particuliers. Il faut éviter de tomber dans le débat idéologique dans lequel on a tous tendance à tomber. Oui. Et c'est pour ça que je dis, travaillons ligne par ligne, main dans la main avec les régions pour décider ensemble, d'autant plus que les régions les financent de plus en plus, et décider ensemble ce qu'on fait. Alors, un mot la réponse reste une réponse de mobilité. La réponse reste une réponse. Oui. Les Français, ils s'en foutent que ce soit du train, du bus, de l'autopartage. Ils s'en foutent pas complètement. Chaque mode a ses avantages et ses inconvénients. Mais ce qu'ils veulent, c'est avoir un service qui leur permette de réaliser leurs besoins de déplacement. Alors néanmoins, Patrick Jeantet, peut-être que je passerai tout de suite la parole après à Michel Neugnot. Vous savez bien mieux que moi que des conventions ont été signées avec les régions pour que les petites lignes soient, enfin certaines de ces lignes, je pense aux lignes de fret en particulier, mais ça peut concerner les lignes de voyageurs, soient réhabilitées avec investissement régional, en participant. Or, et vous le savez très bien, il y a eu un certain nombre de petits dérapages, puisque les budgets initiaux, alors vous allez me dire que c'est peut-être anecdotique, hein, les budgets initiaux dans un certain nombre de cas, je pense en particulier à la région Nouvelle-Aquitaine, ont été dépassés. Bon, et que du coup, ont été sous-estimés plus exactement, et du coup les régions, enfin celles qui sont concernées en tout cas, il y en a quelques-unes, disent on ne peut plus financer puisque le coût a été multiplié par 2, que réseau ne suit pas, je caricature un petit peu, et donc comment fait-on? Est-ce que l'information est juste d'abord, et est-ce qu'il y a moyen de trouver un terrain d'entente? Là-dessus, il y a encore bien des cas. Il y a de nombreux cas où on a voulu passer dans l'enveloppe des CPER, des contrats de plan d'État-région, et donc on a coupé les estimations. Il y a des cas où on fait des études préliminaires avant même qu'il y ait un projet, et donc on fait une estimation. Et puis après, entre-temps, 4-5 ans après, le référentiel ou les normes sur les passages à niveau, par exemple, a changé. J'en ai une ou deux en tête, sur lesquelles il faut enlever ou changer ou travailler sur tous les passages à niveau. Je peux vous dire que c'est très cher. Oui. Et ça ne va pas aller en diminuant, comme vous l'imaginez. Il y a des cas où c'est la loi sur l'eau qui a évolué, donc ça fait des coûts supplémentaires. Donc dire SNCF Réseau est systématiquement trop cher et ne respecte jamais ses prix systématiquement, je pense que c'est la caricature, et comme toutes les caricatures, c'est une erreur. Une fois que j'ai dit ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas que nous, chez SNCF Réseau, on travaille plus sur comment baisser les coûts, comment être plus fiable. Je pense qu'il faut qu'on y travaille aussi. On peut s'améliorer. Donc voilà, donc si vous voulez, voilà, donc il y a tous les cas, et en faire une généralité et un grand débat politique, c'est certainement pas la bonne façon de travailler ensemble. Parfait, voilà qui est clairement dit. Michel je vais faire le pendant. Hein. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut faire du sur-mesure. Et il faut bien voir que la France s'est construite à partir du réseau ferroviaire, mais avec quand il a été construit, c'est pour ça qu'il y a un mythe derrière. Et dès qu'on touche à cela, on désorganise totalement dans l'esprit de nos concitoyens leur vision de la France. L'aménagement du territoire s'est fait surtout à partir des réseaux ferroviaires, mais avec des habitudes de déplacement qui étaient conçues, qui étaient totalement différentes. Donc, ce que nous demandons, c'est le pendant de ce que vient de dire Patrick, c'est-à-dire qu'on fasse du sur-mesure et surtout que l'on ne généralise pas les choses. Parce qu'on peut expliquer aussi sur les calculs de coûts. On voit bien ça dans les adaptes dans l'écart. Suivant que l'on peut faire des travaux de jour ou de nuit, le coût est différent. Or, comme toutes les estimations sont faites
sans tenir compte de la façon dont on va réaliser les travaux, déjà dès le départ, vous pouvez avoir un écart de 30%. Donc il faut dater les chiffres, comme l'a dit Pratique, dire dans quelles conditions on fait, et surtout, qu'est-ce que l'on peut accepter comme nuisance au quotidien pendant le temps des travaux. Parce que c'est ça la grande difficulté que l'on a et que l'on aura en explication. Ensuite, il faut enlever un mythe, parce que déjà l'État, dans les contrats de plan, avait clairement indiqué sur certaines lignes de proximité, notamment celles qui n'avaient qu'un point d'embranchement avec un réseau plus important, disons régional, par rapport à un réseau local. C'est les propos qui ont été pris. Moi, j'ai un exemple où l'État ne finance qu'à 5% dans le contrat de plan. Et la problématique de ce que nous demandons, c'est peut-être retravailler les référentiels, de retravailler, adapter un référentiel qui soit aussi adapté à la situation et à la circulation de la ligne, et puis de voir aussi comment on peut traquer toutes les économies à réaliser. Parce que si vous arrivez à ce qui coûte 100, d'une façon ou d'une autre, vous descendez à 70, eh bien ça change totalement la réalité. Et là, les régions se retrouvent en capacité soit de faire plus, soit de faire autant, de faire mieux. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ce que l'on demande aussi, ça se fait dans le routier, c'est la capacité, tout en gardant l'unicité du réseau, mais d'avoir une maîtrise d'ouvrage déléguée pour certains travaux, parce que il y a des choses qui peuvent être faites en inventant d'autres modèles de réalisation. Et je crois que ça se fait dans le routier. On peut très bien l'imaginer sur une partie du réseau capillaire, sans que cela entache de quelque façon que ce soit l'unicité du réseau, le rôle de SNCF Réseau. Mais on peut peut-être raccourcir la chaîne, là aussi, pour être plus efficace, dire faire aussi bien, voire mieux, avec autant d'argent ou moins. Ça se fait déjà depuis un certain temps dans les ports, hein, d'ailleurs. Bon. Je voudrais rajouter deux choses. Moi, j'ai proposé que sur certains projets, quand il y a doute ou on fasse une expertise externe des prix. Je l'ai fait d'ailleurs, on l'a fait d'ailleurs déjà sur 2 ou 3 projets, donc on peut le généraliser ou si le généraliser, le faire à la demande quand on pense qu'il faut le faire. Et la deuxième chose, c'est que j'ai monté un groupe de travail sur ces lignes-là, un interne de SNCF Réseau, avec comme objectif justement de regarder comment changer les standards de maintenance, donc de conception d'abord, avec des innovations, je pense, à Gravitude, mais il y a d'autres sujets, d'exploitation aussi, de telle manière à ce qu'on puisse avoir un produit, petite ligne, ligne locale, pardon, même moi je me prends à mon propre jeu, ligne locale, et qu'on puisse travailler ça évidemment avec les régions. Parfait. Monsieur le député, qu'est-ce qu'il y aura dans la future loi sur les 2 sujets en question? Les ex-petites lignes, comment il faut les appeler, les lignes locales. Comment vous avez dit, les lignes locales. Lignes locales, et puis la prise en compte du développement durable. 2 points pour y répondre. D'abord sur le bilan environnemental et ensuite sur la pérennité des lignes locales. Sur le bilan environnemental, si on prend 2 cas extrêmes pour l'illustrer, vous avez un TER au tiers vide sur une ligne locale. Son bilan carbone environnemental est plus défavorable qu'un car plein sur le même trajet. A contrario, non électrifié. A contrario, quand vous faites du transport massifié, vous prenez le RERA, son équivalent en débit, c'est l'équivalent d'une route 2 fois 30 voies. Donc on voit bien qu'il y a une pertinence du rail, c'est le transport massifié et c'est évidemment les transports à géographie complexe. Une fois qu'on a dit ça, on voit effectivement qu'on va vers le cas par cas. Mais comment on y va? Ce qu'on a regardé suite au rapport Spinetta, c'est que de fait, aujourd'hui, vous avez des lignes locales qui ferment. C'est la réalité, ça ferme souvent pour des causes de restriction d'exploitation, vous arrivez à avoir des limitations de vitesse qui sont à 0, ça ferme dans les faits si ça ne ferme pas en droit ou en procédure. Et ce qu'on a demandé, c'est de faire la clarté sur à la fois l'état de circulation des lignes, pour en connaître le potentiel, et sur le coût estimé des travaux, à la fois maintenant tout de suite pour régénérer le réseau, et puis d'avoir une visibilité sur X années. Et ça, SNCF Réseau, qui a commencé ce diagnostic il y a 18 mois, sera capable de fournir, je crois, sur l'ensemble des lignes locales, fin juillet, ça va encore plus vite que prévu. C'est la nouvelle personne que je vais harceler, François Teinturier. Donc de faire la clarté sur l'état de circulation et le montant des financements à réaliser en partenariat État et collectivités. Et ça permettra à ce diagnostic
de pouvoir aborder la nouvelle génération de contrats de plan État-région 2020-2025 sur la base d'un rapport circonstancié, transparent, sur la base de la vérité, et donc d'aborder, au cas par cas quand c'est nécessaire, les moyens alternatifs quand on est un peu en dehors de la zone de pertinence du rail. Et juste pour conclure, mais la trajectoire, elle est quand même, quand on y réfléchit un peu et quand on remonte à une histoire qui n'est pas si ancienne, la part modale du ferroviaire, ça a été dit, c'est 10% aujourd'hui. Dans les années 60, c'était 60%. Donc on voit bien que ces modes de déplacement sont extrêmement évolutifs et il faut aujourd'hui les prendre en compte. Claude, sur cette question, sur ces deux questions. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. Il faut rappeler que depuis 2014, la loi permet d'ailleurs à SNCF Réseau de déléguer la maintenance de certaines lignes aux entreprises ferroviaires qui les opèrent. C'est vrai en fret. Certains appellent à ce que ça le devienne également en voyageurs, tout en maintenant naturellement le haut niveau de sécurité ferroviaire. Il a été rappelé l'enjeu de réduction des coûts, parce que clairement, le modèle n'est pas le même, effectivement, si vous êtes à un coût de 70 ou à un coût de 100. Et dernier point, on s'inscrit naturellement au niveau de l'UTP totalement, dans la logique de service, aux voyageurs d'une part, mais également service aux entreprises, parce qu'il y a certaines lignes qui desservent des entreprises industrielles, céréalières, carrières ou autres, dont la pérennité dans le temps dépend de la continuité de desserte. Et là, clairement, les études cas par cas doivent prendre ces cas d'entreprise et c'est par la mobilisation de l'ensemble des acteurs, alors on l'a dit, les régions, au titre de leurs compétences économiques, d'ailleurs s'agissant du fret, l'État, mais aussi, on le voit, les départements, les métropoles à certains endroits, et les opérateurs privés, puisqu'on a vu, dans certains cas, des plans de financement bouclés par des investissements apportés, par des coopératives céréalières, par des établissements industriels. Donc c'est cette approche-là qui est la bonne approche et qui doit permettre de prendre des décisions construites et partagées par l'ensemble des acteurs concernés par ce système ferroviaire qui associe effectivement l'État naturellement, réseau, mais aussi les personnes directement concernées par l'usage de ces voies. Parfait, merci. Je vais passer la question 4 porte sur la concurrence, hein, parce que, sauf erreur, la concurrence sera effective progressivement à partir de fin 2019 pour les TER, fin 2020 pour les TGV, et ainsi de suite jusqu'à 2039, je le rappelle, pour les RER A et B. Alors, le projet de loi Jean-Baptiste Djebbari pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit aussi que les redevances d'usage seront, j'ouvre les guillemets, ajustées à la rentabilité des dessertes. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça... Enfin, on voit ce que ça peut vouloir dire, mais ça serait intéressant que vous nous en parliez de façon plus précise. Mais quelque part, cela implique quand même une remise en cause du contrat de performance actuel, puisque les péages ont été fixés à un certain niveau, enfin, plutôt leur progression a été fixée à un certain niveau. Donc, que fait-on? Bon, quelque part, le modèle économique de SNCF est en jeu. C'est-à-dire la vieille rivalité entre réseau et comment ça s'appelait? Ça s'appelait SNCF tout court à l'époque sur je vous facture des péages parce que j'ai besoin de le faire pour pouvoir entretenir mon réseau et avoir les ressources nécessaires. On vous répond, ah ben, ces péages sont beaucoup trop chers et mettent en cause le modèle TGV. Bon, donc comment sortons de cette contradiction? Et puis dans la foulée, pour gagner du temps, parce que je crois que Jean-Baptiste Djebbari doit partir dans pas trop longtemps, la même question qui est très importante, d'ouverture à la concurrence, pour les gares, puisque, alors je sais, il y a eu beaucoup d'annonces dans la presse, est-ce que ça sera filialisé, est-ce que Gares et Connexions sera filialisé ou pas? L'un de mes confrères a même dit que vous avez proposé un nouveau nom, ça ne sera plus Gares et Connexions, mais Gares et Réseau. Bon, je ne sais pas si c'est un confrère fiable en principe, donc vous avez dû le lui dire. Bon, et donc, est-ce que ça sera au sein de Réseau ou pas? À la limite, peu importe. Bon, mais quelles seront les conséquences de cet accroissement du nombre de clients et de votre périmètre? Donc, Jean-Baptiste Djebbari dans un premier temps. Alors, 4 réponses courtes. Le premier, pour illustrer la modulation du prix des péages, pour assurer, enfin, pour en tout cas que les péages correspondent
ou soit on regarde de la rentabilité, entre guillemets, des dessertes. Sur le Paris-Lyon est plus rentable, entre guillemets, que le Paris-Chambéry. Donc l'idée, c'est d'avoir un péage sur les lignes qui sont rentables, supérieur à celui des lignes dites d'aménagement du territoire, ou qui se rapprochent plus à l'aménagement du territoire, et qui sont par nature moins rentables, moins volumiques, moins capacitaires, etc. Ça, c'est l'illustration. Ensuite, comment on construit une structure de péage qui assure à la fois l'attractivité du réseau pour les opérateurs qui viennent en concurrence et la prévisibilité des ressources pour réseau. C'est tout l'objet d'un amendement qu'on a voté et qui précise le rôle de l'ARAFER. Donc c'est l'association du régulateur avec SNCF Réseau sur la construction d'une trajectoire pluriannuelle qui fait la synthèse d'un petit peu tout ça. Il y aura, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, en tout cas une nécessité d'avoir un régulateur fort qui va agir un petit peu comme ça a été fait avec les cars Macron. C'est-à-dire que sur les services librement organisés, donc pour faire simple, le TGV, le régulateur pourra dire, ici et là, un opérateur ferroviaire veut venir, mais il se trouve que ça déstabilise l'équilibre économique de la ligne, et donc soit je restreins, soit même j'interdis l'exploitation. Sur la concurrence qui pourrait s'exercer entre le TGV, pour faire simple, et le TER, on a mis en place un certain nombre de dispositifs. Vous avez ce qu'on appelle le conventionnement supplétif pour que les régions puissent conventionner des bouts de lignes qui sont opérés par les TGV de manière à assurer leur desserte. Et à contrario, on sera vigilant, en tout cas le régulateur sera vigilant à ce qu'un service conventionné ne vienne pas concurrencer quelque part un service qui pourrait être librement organisé, puisque le principe c'est quand même bien que ce qui est soutenable sur le plan financier soit l'opérateur qui soit... Oui, ça veut dire que globalement, contrairement aux craintes initiales, le rôle du régulateur va être il sera extrêmement fort, non seulement maintenu, mais renforcé. La construction de la trajectoire financière de l'ensemble du système ferroviaire via réseau, et puis sur la régulation fine des dessertes, de manière à assurer l'équilibre, la desserte du territoire. Dernier sujet sur Gare et Connexion, ou Gare et Réseau. En tout cas, nous avions deux options sur la table en préalable du projet de loi. C'était soit d'avoir un opérateur de gare qui soit sous la holding de tête, et qui donc agisse comme un opérateur à la fois au service du réseau, mais aussi comme un opérateur tourné vers le monde extérieur, vers notamment le marché international, soit d'avoir un acteur sous réseau, alors plutôt filialisé, en tout cas pas en direction unifiée, mais plutôt effectivement avec une forme d'indépendance, et qui permettent de réunifier l'ensemble des actifs des gares et donc d'avoir une direction, notamment au niveau des gares, de l'entité de la gare, qui soit pour le coup opérationnelle, organisée, qu'on n'ait pas ces effets de duplication et tous ces problèmes d'opérationnalité qui se posent. Alors, on connaît tous le problème de la verrière de la gare de Lyon, des panneaux de signalisation qui ne sont pas les mêmes sur les quais que sur l'intérieur des halls, etc. Donc l'idée, c'est bien d'avoir un acteur unifié de la gare qui permette d'avoir un meilleur service. D'accord. Patrick Janté. Oui, sur les péages. C'est vrai que vous avez, dans le même article, qu'il y a une rivalité qui renaît entre vous et Mobilité sur le destin de Gare et Connexion. Chacun retirer à nouveau. Non, c'est vrai ou pas? Enfin, non, il y a deux solutions, comme Jean-Baptiste l'a expliqué. Il y a une solution dont Gare et Connexion, avec l'ouverture à la concurrence, ne peut pas rester chez Mobilité, sans ça il serait jugé parti sur une facilité essentielle. Donc, nécessairement, il faut qu'il en sorte. Et donc là, il y avait deux solutions, sous la holding, comme l'expliquait Jean-Baptiste, ou dans SNCF Réseau. Moi, personnellement, alors forcément, quand vous avez deux solutions, vous avez plusieurs idées. Et tout se justifie, je veux dire. Il y a du plus et du moins dans les deux solutions. Donc, forcément, il y a des gens qui soutiennent l'une et qui soutiennent l'autre. Moi, je mets en avant la chose suivante, et je dis, le rôle numéro 1 d'une gare, c'est d'être un pôle multimodal d'échange, et donc un lieu de fragilité dans la chaîne de la mobilité. C'est ça qui doit primer. À partir du moment où ça prime, ça veut dire que c'est plus fort si c'est intégré dans une organisation managériale unique qui permet d'assurer cette fluidité des flux, depuis la personne qui laisse son vélo, où garde-t-elle son vélo, jusqu'à l'arrivée dans la gare. Et si vous mettez un TGV sur un quai et que juste derrière vous êtes un quai qui a juste un mur et que vous n'avez pas vous ne pouvez pas passer le flux, donc vous ne remplissez pas votre TGV part en retard. Enfin, on voit, et tout ça, c'est l'opérationnel. Et moi, c'est ce que je dis. Et donc, pour ça, c'est mieux si on le met dans réseau, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une césure très nette, puisque Gare et Connexion gère la partie, on va dire, bâtiments voyageurs et quais longitudinaux, transversaux, et nous, on gère l'autre partie de la gare. Et donc, il y a une frontière. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la résoudre. On la résout d'ailleurs. Les trains, ça fonctionne quand même. Mais on pourrait être plus performant si on intégrait cela. Un des sujets que j'ai constaté, sur les grandes gares beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on a chaque service, chaque division, chaque département qui est dans la gare
optimise aux bornes de son département et que l'optimisation du tout n'est pas l'optimisation des parties. On a, avec Guillaume Pépi, mis à Montparnasse, parce qu'on avait un sujet à Montparnasse avec l'arrivée de SEA, l'augmentation de la capacité, etc., on a mis un vrai patron de gare qui a autorité déléguée par Guillaume et moi sur l'ensemble de la gare. Force est de constater qu'on avait un taux de départ à l'heure des trains de 70-75%. On est aujourd'hui, 3 mois après, à 85%. Force est de constater qu'on n'a plus des travaux que Gare et Connexion décide dans son coin et nous dans notre coin, qui sont mal coordonnés, qu'on évite comme ça des ruptures, des problèmes de flux. Donc c'est mieux, c'est tout. Ça fonctionne mieux. C'est pragmatique, hein, ça n'a rien de génial. Hein, ça fonctionne mieux, c'est tout. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je plaidais pour que ça soit dans le réseau. Pas du tout une envie personnellement de m'accaparer quelque chose. C'est pas du tout ça. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, hein, Gare et Connexion, ça c'est spécifié, ça ces équipes qui savent faire, c'est un élément central des villes. Et donc ça, je pense que là-dessus, on peut aujourd'hui, beaucoup de villes en France réhabilitent, réaménagent, redynamisent leur centre-gare. Et là, on a un rôle d'accompagnement des villes et des agglomérations dans cette redynamisation, des dynamiques territoriales autour de la gare, et c'est extrêmement important. Et c'est le rôle aussi des chefs de gare. Et c'est pour ça que je pense des patrons de gare de haut niveau, c'est très important, au niveau du pôle multimodal d'échange et au niveau de la gare dans la ville. Et de la partie commerciale de la gare aussi. Et de la partie de la commerciale de la gare, qui est en effet, alors ça ne touche qu'une petite vingtaine de gares, hein, il faut être très clair. Le reste, c'est des services. Mais les services, par exemple, dans les petites gares, il faut discuter. Je crois que les municipalités, très souvent, sont demandeuses à ce qu'on mette des services dans les gares qui sont pour le bien dans l'ensemble des citoyens de la petite ville. Dans les grandes gares, c'est plus, en effet, il y a du commerce, des choses comme ça, sur lesquelles on peut créer de la valeur, et il faut le faire. Un mot. 1 euro investi dans la gare, c'est 4 euros investis en zone urbaine. Donc l'investissement ferroviaire, l'investissement dans la gare, c'est un puissant levier de développement économique ça, c'est un chiffre en zone urbaine. C'est un chiffre de Gare et Connexion. Important, c'est un chiffre de Gare et Connexion. J'en profite pour vous dire au revoir, car je dois filer Écoutez, travailler réellement. Merci de cette proposition. Qu'est-ce que ça va donner, la gouvernance du nouveau groupe ferroviaire? Patrick, je fais une parenthèse en une seconde. Hein. Vous confirmez le départ du président Donc j'aurais dû partir avant votre question, c'est ça? Oui, mais vous n'êtes pas parti. Non, rien du tout. Qui a annoncé son départ, c'est ça, hein? Est-ce que Patrick Jeantet va prendre sa place? Enfin bon, là, c'est juste une petite aération avant... Je crois que Guillaume Pépi a dit qu'il faisait 2 mandats et la fin de son mandat, c'est en 2020, me semble-t-il. D'accord. Je m'en tiens à ce qui a été déclaré par l'intéressé. D'accord. Bon, je referme cette parenthèse incongrue. Alors, est-ce que Michel peut embrayer sur cette question d'ouverture à la concurrence? Je vais peut-être remonter, puisqu'on était sur les gares, et puis remonter, il y avait 3 points sur les gares, sur les redevances et sur la concurrence. Bon, sur les gares, vu du côté des régions, et disons de l'ensemble des collectivités, parce que nous sommes d'accord là-dessus, la LOM va consacrer, dans le cadre de l'intermodalité et des compétences qui vont être nouvelles, qui vont être données aux régions pour développer à la fois les mobilités actives, vélo, marche à pied, et les mobilités partagées, que c'est le covoiturage et l'autopartage, la LOM va faire des gares des nœuds d'intermodalité. Et quand je dis des gares, ça va jusqu'à la halte ferroviaire, jusqu'à la grande gare. On le sait dans la grande gare, mais c'est valable sur l'ensemble des territoires. C'est ce qui va nous permettre de travailler avec les territoires, parce qu'une gare actuellement, vous enlevez les grandes gares, qu'est-ce que c'est? C'est un train qui s'arrête et parfois des guichets. Or, les guichets, si on se projette à X années, je ne mets pas de chiffres, tout le monde aura son guichet dans sa poche. Donc, si on ne profite pas de cela pour réenchanter les gares et avoir un débat sur les services qui peuvent être mis autour de la notion d'intermodalité dans les gares et du rôle qu'elles peuvent jouer, parce qu'elles c'est souvent, même les petites gares, c'est souvent en centre-ville, comment cet espace peut être réinvesti. C'est une nécessité. Pour faire cela, il faut que l'on ait en face de nous qu'un chef de gare, notamment je parle dans les villes plus importantes. Si vous avez, comme c'est le cas actuellement, n'importe en matière de domanialité, entre Gare et Connexion, entre réseaux, entre parfois la commune, parce que ce n'est pas aussi clair que ça.
Si on ne remet pas de l'ordre et de la cohérence là-dedans, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut que dans le dialogue, on n'ait qu'un chef de gare. Il faut que les collectivités locales soient associées. Parce que la particularité dans un certain nombre de gares, c'est qu'elles font du business, elles travaillent pour valoriser, et il ne faut pas que chaque ville a sa politique commerciale de centre-ville. Il ne faut pas que des commerces que la commune ne veut pas voir au centre-ville pour X raisons se retrouvent dans la gare. Parce que là, vous êtes en zone de conflit. Donc, nécessité d'avoir une gouvernance commune qui se fasse. Et ce qui existait actuellement, il faut aller beaucoup plus loin, parce que les collectivités, en gros, actuellement, sur les investissements, sur tout ça, regardent passer les trains. Il faut qu'elles soient associées dès le début, elles demandent à l'être. Ensuite, sur le positionnement, nous sommes plutôt l'ensemble des collectivités, on l'avait vu ça dans le GART, on a fait un texte qui était donné à la ministre à ce moment-là, quand nous sommes retrouvés à Dijon pour une réunion, c'est ce qu'on appelle le pacte de Dijon. Voilà. Le pacte ferroviaire. Voilà, le pacte de Dijon, pour demander à ce que Gares & Connexions soit d'un réseau, mais soit une filiale, pour une raison bien simple. Réseau, c'est de l'industrie long terme. C'est de l'investissement lourd. Gares & Connexions, c'est du quotidien, c'est de la relation usager ou client, c'est du business qui est fait. Et si vous mélangez ces deux logiques, en sachant qu'il y a 45 000 agents d'un côté, 4 000 ou 4 500 de l'autre, vous mélangez les deux, c'est le long qui va prendre le pas sur le court terme et la réactivité. Deuxièmement, il faut que Gares & Connexions ait sa capacité d'investissement propre. D'où la formule qu'on a eue, il faut trouver une organisation, et c'est la filiale qui nous semble le meilleur, qui permette d'avoir à la fois l'autonomie de gestion, parce qu'on ne gère pas pareil du long terme et de l'investissement et du quotidien, et d'autre part une étanchéité financière pour des raisons autres, qui est la capacité d'investissement qui est forte dans les gares et lourde. Sur la partie redevance, Patrick l'a dit, le contrat de performance, normalement, s'arrête en 2020, mais la trajectoire qui était donnée mettait des taux de redevance pour les TER qui dépassaient les 3%, montaient, je crois, à 3,7 ou 3,8% en perspective. Ça, comme mon collègue Stéphane Bedet d'Île-de-France, participe au CA de SNCF Réseau, on a toujours mal aux adducteurs. Parce que dans les délibérations, parce que nous sommes partagés quand on est membre de SNCF Réseau, avec la nécessité de trouver l'équilibre par rapport à la donne qui est celle fixée par l'État, et puis d'un autre côté, en tant que représentant des régions, on n'aime pas trop se faire mal financièrement, pour les raisons que j'ai déjà dites. Donc je crois... Oui, merci. Je sais que vous l'encouragez. Voilà. Donc là, il y a un problème, on l'avait signalé, et la trajectoire qui était prévue dans le contrat actuel, on souhaitait qu'elle soit revue. En sachant très bien que si nous avons des gains de productivité possibles au niveau de l'exploitation, c'est un tout. Et notamment, je pense que cela, c'est un point important. Sur l'ouverture à la concurrence, moi, je voudrais quand même faire tomber un certain nombre d'éléments du débat actuel. On compare beaucoup trop l'ouverture à la concurrence par rapport à ce qui s'est fait déjà dans d'autres domaines, l'énergie, les télécommunications et tout cela. Là, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle l'ouverture à la concurrence pour le transport ferroviaire? C'est ni plus ni moins que de donner une responsabilité nouvelle aux régions, que l'ensemble des agglos ont, des AOM actuels ont, c'est-à-dire la capacité de choisir l'opérateur qu'il veut. Voilà. La mise en concurrence dans les autres domaines de l'énergie, pour l'usager, c'est des prix, c'est une qualité de service, l'énergie, c'est une origine de l'énergie, elle est nucléaire, elle est autre et tout.
Et c'est l'usager qui fait le choix, le client qui fait le choix de ce qu'il veut, La concurrence, la mise en concurrence est différente. Sur une région, ça sera les mêmes tarifs, la même gamme tarifaire pour tout le monde. Sur une région, ce sera aussi la même qualité de service. Les dessertes sont définies par la région dans le cahier des charges. La relation clientèle est définie par la région. Où se fait la concurrence? Elle se fait dans le choix du prestataire sur deux éléments. Un, c'est le coût. Et on sait très bien que si on ne baisse pas le coût, on peut revenir aux petites lignes. S'il y a un coût trop élevé, eh bien, même sur des lignes où le train est plus pertinent que le car, on aura tendance à aller vers le car. Parce qu'entre un train où la production du train kilomètre entre 22 et 24 euros, alors qu'il était à 17 en 2002, et un car où on a moins de 2 euros, on voit où sera la tendance. Donc, si on ne baisse pas les coûts, on n'y arrivera pas, et c'est cela qu'apportera la concurrence, et un effet de rationalisation qui sera obligatoire. Et le deuxième point sur lequel la concurrence se fait, c'est l'engagement sur une trajectoire de recettes. L'engagement sur une trajectoire de recettes et la pertinence qui sera donnée par les opérateurs. Donc, comme la mise à concurrence, on reste dans une délégation de services publics, et quand on dit que c'est la privatisation, quand on dit est-ce qu'il vient à l'idée de qui que ce soit dans une agglo, dans une métropole, parce qu'on passe de Transdev à Keolis ou l'inverse, est-ce qu'il vient à l'idée de qui que ce soit de dire qu'on est dans le libéralisme effréné, dans la privatisation, voilà. Donc, je pense qu'il faut, dans le débat public que l'on a, avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que le train, c'est tout un fantasme, c'est toute une histoire, et on commet beaucoup d'erreurs d'analyse à ce sujet. Ceci dit, à noter que les tirs des bourgs quand même. Hein, à noter que les concurrents, Transdev appartient à la Caisse des dépôts qui appartient à l'État, RATP Dev appartient à l'État, et les concurrents internationaux, dont, enfin, par exemple Trenitalia qui est venu nous voir, il appartient à l'État italien, donc tout ça est quand même très public. On se retrouve entre amis. Et Arriva avec la Deutsche Bahn. Hein, voilà. Claude Fauché. C'est quand même, comme on dit dans l'Aussois, d'où je suis natif et où j'habite, ce sont un peu des barbiers qui se rendent entre eux. Hein. C'est bon ça. Non mais, je souscris à tout ce qui a été dit. L'UTP, donc effectivement, nous sommes à la fois la Fédération professionnelle des réseaux de transport urbain et la Fédération professionnelle de la branche ferroviaire. Donc la pratique de la concurrence au niveau du transport urbain, c'est quelque chose qui fonctionne depuis plus d'un siècle. Et d'ailleurs, pour compléter ce qu'a dit Michel Neugnot, le premier choix qu'aura à faire la collectivité, c'est le choix de son mode de gestion. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'en France, les collectivités peuvent choisir le mode de gestion in-house via des régies. Il y a déjà une régie régionale des transports. En métropole, c'est la régie régionale des transports de PACA. Il y en a une également en Corse. Mais donc, ce sera le premier choix qu'elles auront à faire. Et lorsqu'elles choisiront le choix de la gestion déléguée, elles auront le choix de leur opérateur via la procédure de mise en concurrence, avec naturellement SNCF, l'opérateur historique sortant, et tous ceux qui aspirent aujourd'hui à opérer des services. Et clairement, l'enjeu de la concurrence n'est pas la concurrence pour la concurrence, c'est effectivement, comme cela a été dit, l'enjeu de la concurrence par rapport à la performance économique, par rapport à la qualité de service, mais également par rapport à l'innovation, parce que clairement, la diversité des opérateurs pourra amener certains d'entre eux à introduire de l'innovation, là où parfois, pour une entreprise nationale qui opère des services sur un pays entier, c'est plus difficile d'innover localement, territorialement. Et ce que nous observons dans l'ensemble des marchés européens, c'est que premièrement, les pays qui ont ouvert à la concurrence ont aujourd'hui des taux de sécurité ferroviaire, et vous regardez les statistiques de l'ERA, l'établissement européen de sécurité ferroviaire, met en évidence que le niveau de sécurité ferroviaire est plus élevé d'ailleurs dans ces pays, au Royaume-Uni par exemple qu'en France. Donc la concurrence n'est pas un facteur de réduction de la sécurité ferroviaire, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut affirmer en premier lieu. Et deuxième élément, c'est que dans tous les pays qui ont ouvert à la concurrence, on observe une augmentation du nombre de salariés de la branche et du nombre de voyageurs, parce que la concurrence a un effet positif sur l'ensemble du système, et donc ce qui permettrait, par rapport aux statistiques telles que nous les voyons en France,
d'inverser la courbe, puisque aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, la branche ferroviaire perd des salariés, on a une réduction globalement des services. Donc il s'agit bien d'un modèle vertueux auquel l'ensemble des adhérents de l'UTP souscrivent, et sachant que nous avons la SNCF comme ses concurrents qui sont membres de l'UTP avec lesquels nous travaillons au quotidien pour participer avec les autres acteurs du système à la construction de ce système vertueux, équitable pour l'ensemble des acteurs. Juste rajouter quelque chose sur les péages, parce que je n'ai pas parlé sur les péages. Ah, pardon. Or, c'est un sujet important puisque c'est ma recette principale. Et donc, en effet, à votre question, est-ce que le contrat de performance va être changé? La réponse est oui, évidemment. Hein, reprise de la dette, niveau d'investissement qui change, productivité qui change, et en effet, courbe des péages qui va changer. En tout cas, croissance des péages qui ne va pas être celle qu'il y a dans le contrat de performance. C'est tout le modèle financier, en fait, hein, qui est... Et d'ailleurs, ça explique le temps que tout ça a mis pour pouvoir caler tous ces éléments, tous les éléments interagissant les uns sur les autres. Moi, mon point de vue sur les péages, je suis très favorable à toute modulation de péage qui favorise l'augmentation des circulations, en fait. Donc, tout ça, je suis extrêmement favorable. Par contre, comme je disais, attention à une chose, c'est qu'il faut que les recettes ne diminue pas, voire augmente par rapport à nos investissements, etc. Parce que je suis dans une économie à coût fixe. Hein, donc c'est ça la limite du système. Mais ceci dit, on peut moduler tout en ayant des recettes qui même croissent. Hein, parce que si on module bien, ça augmente les trafics. La question, c'est à quel moment les trafics augmentent par rapport à une évaluation de péage. Et l'élasticité n'est pas toujours si simple que ça dans le ferroviaire. Hein. On n'est pas dans les produits de grande consommation où l'élasticité est assez forte. Ici, on a une élasticité beaucoup plus faible. Et donc, je dis attention, notamment dans le débat sur les péages des TGV, enfin là, les péages globaux des TGV, le modèle financier des TGV qui, pour certaines lignes, en effet, sont déficitaires, c'est indéniable. Je dis attention, en tout cas, tant qu'on est en monopole, à ce que une baisse des péages pour rentabiliser des TGV ne soit pas du transfert de perte de la poche gauche à la poche droite, parce qu'à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc, ça ne peut être intéressant que si véritablement il y a plus de circulation derrière. Hein. C'est ça, là, pour moi, la base. Voilà.